Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'importance du détail. Ça y est, il a mis du temps à sortir, mais il est enfin là. Et aujourd'hui, je vous emmène aux abords de l'un des plus grands musées du monde, le Louvre. Je vais pas faire ma chauvine, donc je dis l'un des plus grands musées, mais on se tire la bourre avec le musée de l'Ermitage évidemment. Ce mastodonte de la culture française a évidemment énormément de petits détails à nous révéler qui se cachent à l'extérieur de son enceinte. Bon, je vous le dis directement, j'ai dû faire un choix, il y avait beaucoup trop de détails. Mais ne traînons pas plus et partons maintenant à la découverte de ces fameux détails du Louvre. Pour commencer notre petit tour du propriétaire, je vous propose d'entrer par ce que l'on appelle la colonnade du Louvre que vous voyez ici. Elle a été voulue par Louis XIV et construite par plusieurs artistes renommés comme Le Vau, Lebrun, dont vous avez sûrement déjà entendu parler parce qu'ils ont également travaillé sur le chantier du château de Versailles. Et puis un autre qui s'appelle Claude Perrault, qui était médecin, mais également théoricien en architecture. Et si jamais vous vous posiez la question, oui, Claude Perrault, c'était aussi le frère d'un certain Charles Perrault, dont vous connaissez sûrement les contes. Alors que cherche-t-on exactement ici? En s'approchant et en levant la tête sur le fronton triangulaire au-dessus de l'entrée, on peut voir un bas-relief qu'avait fait réaliser Napoléon Ier qui a parachevé les travaux de cette partie du Louvre. Si on regarde au centre de ce bas-relief, on voit le roi Louis XIV sous lequel est gravé Ludovico Magno, Louis le Grand. Mais si je vous disais qu'à l'origine, c'est bien Napoléon Ier qui figurait à cet endroit et non le roi Soleil, eh bien vous seriez en droit de me demander par quel miracle cette transformation a eu lieu. C'est durant la Restauration que le roi Louis XVIII décide de remplacer le portrait de Napoléon Ier par celui de Louis XIV. À l'origine, l'empereur portait une couronne de laurier qui fut remplacée par une longue perruque bouclée. Le cartel indiquant Ludovico Magno a remplacé la phrase « Napoléon a terminé le Louvre ». Vous l'avez compris, on garde le buste, mais on remplace les détails permettant d'identifier Napoléon. Par contre, un détail important a quand même été omis par le burin de celui qui chassait l'effigie de l'empereur, le bouclier de Minerve où l'on peut voir de petites abeilles et surtout l'aigle impérial trônant au centre, symbole quand même de Napoléon Ier. Alors maintenant, on se dirige vers notre deuxième détail à l'intérieur de la cour carrée. Ça y est, on a passé l'entrée de la colonnade. Nous voici à l'emplacement du tout premier Louvre médiéval, décidé en 1190 par le roi Philippe Auguste. À l'origine, le Louvre est une forteresse faite pour défendre la ville de Paris des envahisseurs lors des croisades du roi. Aujourd'hui, il ne reste que peu de vestiges de cette forteresse, mais à l'extérieur, on peut deviner sa présence, ou du moins son ancien emplacement, grâce à deux indices. On se dirige vers le sud de la cour carrée et là, au sol, vous pouvez voir deux orifices protégés par de belles grilles ouvragées. La première ouverture, de forme rectangulaire, est une citerne et la seconde marque l'emplacement d'un puits. Ils ont été découverts lors des fouilles du Grand Louvre en 1977. Les ouvertures ont été maintenues dans le pavement actuel de la cour. Ces deux détails servaient à assurer l'autonomie en eau de la forteresse, lui permettant ainsi de tenir un siège. Pour voir d'autres vestiges du Louvre médiéval, car il y en a quand même d'autres, il faudra cependant vous munir de tickets pour entrer dans le musée où vous pourrez y trouver les fondations des fossés, la base du donjon de la forteresse, ainsi que d'autres merveilles dont je ne vous gâche pas le plaisir de la découverte. Pour notre troisième détail, on reste dans la cour carrée car on trouve aussi en grand nombre ce que l'on appelle des monogrammes. Vous savez, ce sont ces lettres qui forment une sorte d'emblème. Eh bien, on en voit partout. Que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Louvre, les murs sont très souvent ornés de ces sortes de rappels royaux. Alors là, je vais vous en montrer quelques-uns parce que la liste est quand même longue et que ça pourrait devenir un peu fatigant. Ici, dans cette fameuse cour carrée, on peut voir le H simple de Henri II ou un H avec deux D entrelacés aussi pour Henri II. Ah oui, alors par contre, j'ai oublié de vous préciser que normalement, le monarque associe à sa lettre celle de sa compagne, la reine. Là, Henri II, il la joue fine. Il va faire en sorte d'allier à la fois la lettre de sa femme Catherine de Médicis
ainsi que celle de sa maîtresse, Diane de Poitiers. C'est un peu une manière d'afficher l'initiale de sa douce sans pour autant bafouer trop ouvertement les convenances. Même si personne n'était dupe, vous imaginez bien. On trouve aussi 2 cas entrelacés pour le roi Charles IX, qui se dit Carolus en latin, HDB pour Henri de Bourbon, soit le roi Henri IV, un L avec un A pour Louis XIII et Anne d'Autriche, LLMT pour Louis XIV et Marie-Thérèse, et quand vous voyez ce double L entrelacé avec des volutes un peu stylisées, eh bien c'est le monogramme de Louis XIV, mais tout seul. Si vous croisez un N, il s'agira plutôt de Napoléon III que de Napoléon Ier, puisque souvenez-vous, son souvenir a été effacé. Enfin, à peu près effacé, car on n'est pas à l'abri d'un oubli comme vous l'avez vu. Ça fait déjà pas mal de lettres, alors encore une dernière pour la forme. Si vous voyez 2 L dos à dos, il s'agit du monogramme de Louis XVIII, le fameux qui ne voulait plus de l'image de Napoléon dans Paris. Et il y en a encore plein d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a que vous avez en tête. Et voici, nous avons maintenant passé le pavillon de l'horloge pour nous retrouver face à la pyramide du Louvre. Nous sommes dans la cour Napoléon et ici vous pouvez voir au sol un petit détail qui n'est pas spécifique au Louvre. Vous pouvez en retrouver d'autres dans la capitale. Il s'agit de plots ou clous que l'on appelle Arago. Le nom officiel est en fait hommage à Arago. En tout, il y a 135 médaillons de bronze de 12 cm de diamètre scellés dans le sol suivant le tracé du méridien de Paris. Il s'agissait du méridien de référence avant que l'on utilise celui de Greenwich en 1884. Il s'agit d'une référence internationale de longitude. Mais revenons à nos médaillons, ils sont gravés du nom du savant qui participa à la mesure de l'axe méridien terrestre et cette œuvre fut réalisée en 1994 par l'artiste Jan Dibets à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Arago. On peut suivre ces plots depuis l'arrière de la pyramide, puis près de l'entrée Richelieu et de la porte d'Aru. Par ailleurs, en l'an 2000, lors de la commémoration de la Méridienne de France, Paul Chemetov, un urbaniste et architecte français, matérialise le tracé du méridien en France par des arbres, d'où ce nom de méridienne verte que vous pouvez voir ici. Et en pleine rue de Rivoli, il y a quand même des règles d'urbanisme à respecter. Donc cette matérialisation prend la forme d'une borne de béton ornée d'un médaillon en cuivre, comme vous pouvez le constater ici, à l'entrée des grilles du pavillon Richelieu. On va maintenant s'éloigner de la cour Napoléon pour sortir de l'enceinte du Louvre. Alors pas de panique, on va vite y revenir. Nous ne sommes pas bien loin puisque nous nous trouvons côté Seine, quai François Mitterrand, au niveau de ce que l'on appelle les guichets du Louvre. Ces grandes arches qui permettent aux voitures et aux piétons de passer dans l'enceinte du Louvre. Ici, on trouve 2 détails qui passent mais alors complètement inaperçus. Sur le trottoir, il y a des pavés un peu plus larges que les autres et regardez, on distingue un H et un N monumentaux. Il s'agit d'un hommage à Henri IV qui fut le premier roi à vouloir réunir le Louvre et le palais des Tuileries, aujourd'hui disparu, pour créer ce qu'il a appelé le Grand Dessein. Et le N est pour Napoléon III puisque c'est lui qui achève le fameux Grand Dessein. Alors, on va maintenant revenir à l'intérieur de l'enceinte du Louvre pour partir du côté du pavillon de Flore, et plus précisément devant l'entrée de l'école du Louvre qui s'ouvre sur la porte Jaujard. Alors, Jacques Jaujard, c'était le nom du directeur qui dirigeait le Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est à lui que l'on doit notamment l'évacuation de nombreuses œuvres pour qu'elles soient mises en lieu sûr lors de l'occupation allemande. Mais bref, pour ce dernier détail, on va s'approcher de ces lionnes sculptées par Auguste Quint en 1867. Nous parlions de la Seconde Guerre mondiale, alors il y a quand même un lien entre ces sculptures et la guerre. En effet, à l'aube de la libération en août 1944, des barricades avaient été dressées dans la ville tandis que les premiers chars de la division blindée du général Leclerc s'approchaient de Paris. On se battait, les balles fusaient dans tous les sens et elles ont laissé en fait des impacts sur de nombreuses façades. Une des balles a d'ailleurs traversé le corps de bronze de cette lionne. Il s'agit d'un impact net,
rond qui ne peut dater que de la Libération, puisque sous la Commune de Paris, les balles étaient en plomb et elles n'auraient pas pu écorner le bronze de cette manière. De la pierre à la limite, mais pas du bronze et pas comme ça. Et c'est déjà la fin de cet épisode sur l'importance du détail. J'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus grâce à ces 6 petites anecdotes sur le Louvre. Évidemment, il en existe encore plein d'autres, alors si vous voulez en savoir plus, en voir plus, n'hésitez pas à faire appel à moi pour une visite guidée, je me ferai une joie de vous retrouver là-bas. Pour cela, vous pouvez consulter mon site internet en cliquant sur le lien qui s'affiche ou vous pouvez le retrouver également dans la description de cette vidéo. Et puis je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous remercier infiniment pour tout votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ni d'activer la cloche des notifications pour être tenu au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien sûr, si vous avez apprécié celle-ci, n'oubliez pas non plus de cliquer sur le pouce bleu et de me laisser un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Je vous remercie encore 1000 fois et je vous dis à très bientôt.